Le territoire porte parfois, malgré lui, des cicatrices qui ne s'effacent jamais. Elles restent gravées dans les mémoires en même temps que l'homme les a inscrites dans la pierre. Sur une stèle, érigée à quelques pas de la voie ferrée qui traverse le territoire d'Aix-en-Provence, on peut lire ces mots. En ce lieu, le 8 avril 1993, 3 enfants sont décédés dans leur 11e année lors de la collision entre un train et leur car scolaire. Parents, souvenez-vous. C'est là qu'un drame est venu faucher 3 vies et faire basculer dans l'horreur une journée qui avait si bien commencé. Ce jour-là, les 23 élèves de la classe de CM2 reviennent en bus d'une sortie scolaire en Camargue, accompagnés par leur institutrice et le chauffeur de bus. Ils ont marché, visité, pique-niqué et ils ont ri. Sur le chemin du retour, le bus passe par le passage à niveau 106, encadré de 2 demi-barrières précédées de feux rouges. Le midibus arrive et ralentit, son toit est heurté par la seconde barrière et le bus se trouve immobilisé sur la voie ferrée, entre les barrières qui se sont baissées en prévision du passage du Marseille-Briançon. Ce train régional, à la sortie d'un tunnel à quelques centaines de mètres, est lancé à 100 km/h avec 200 voyageurs. Il tente un freinage d'urgence, mais va percuter le bus à 60 km/h. C'est la vitesse qui sera estimée plus tard. Le pire est arrivé, résume le colonel Édouard Jérôme. C'est alors le chef de la caserne des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence qui se situe à la Chevalière, à 2 km tout juste de ce passage à niveau. Depuis le standard où il se charge avec d'autres de réceptionner les appels, le sergent-chef Denis Ferrier redoute de nombreuses victimes. Toutes sirènes hurlantes, les ambulances sont armées. 4 VSAB, le sigle qui désigne alors les véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés, franchissent le grand portail avec 2 véhicules de liaison médicalisée du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. La demande de médicalisation précède l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux. L'hôpital d'Aix-en-Provence est mis en alerte et l'information transmise au SAMU en un temps record. La coopération est totale, elle va s'incarner dans ce SMUR hospitalo-pompier très efficace qui se met alors en ordre de bataille. Cela permet de conduire les équipes médicales en un temps record à la Calade, où la proximité avec la caserne permet d'éviter de prévoir un poste de commandement. La voiture médicalisée et les premiers engins de secours pointent le bout de leur calandre à la Calade. Là, ce que les pompiers découvrent les laisse sans voix. Nous savions que c'était un bus, se souvient Denis Ferrier. Mais un bus de transport scolaire. Nous ne le savions pas encore. On ne connaîtra le sinistre scénario que bien plus tard. Les heurtoirs de la locomotive ont éperonné et éventré le minibus des enfants, dont l'institutrice a eu le temps de faire descendre les élèves par l'arrière. Mais pas tous. Une dizaine d'entre eux sont restés coincés dans l'habitacle. Posés sur les rails, collé contre le nez du train, le minibus est encore reconnaissable, comme si sa masse avait stoppé net la course du TER. Le choc a bombé le toit du minibus, dont le côté gauche porte encore l'inscription « Ville d'Aix-en-Provence, Office municipal des affaires sociales d'Aix-en-Provence ». On dirait qu'une main de géant a fait du bus une boule de papier froissé. Autour du passage à niveau règne le silence. Pas un cri, pas une plainte. Les enfants sont muets, décrit le colonel Jérôme qui occupe la fonction de commandant des opérations de secours. Dans le train, des voyageurs témoins de la catastrophe sont vissés à leur siège. Certains ont le visage dans leurs mains. Sans attendre, médecins et sapeurs-pompiers se précipitent auprès des enfants. Robert Traversa, le médecin qui est sur cette intervention hors norme, le directeur des secours médicaux, effectue une première reconnaissance de la situation. 6 enfants se trouvent en urgence absolue. La mécanique médicale s'enclenche. En moins de 15 minutes, une demi-douzaine de docteurs se trouvent au chevet des élèves. Il faut gérer des détresses vitales et chaque blessé est pris en charge par une équipe médicale, ajoute le docteur Traversa. Il se charge de coordonner les soins prodigués aux écoliers. Partout, dès qu'un coin de bitume offre un peu de place, un médecin est penché sur le corps d'un enfant. Des sapeurs-pompiers prodiguent les gestes de premier secours à des petites victimes. Certains font du massage cardiaque. Personne ne se ménage. La dimension de cette intervention est avant tout médicale. Je mesure à ce moment-là à quel point les sapeurs-pompiers de ce département sont formés pour le secours à victimes, observe Robert Traversa. Tous sont étreints par l'émotion, mais font ce qu'ils ont à faire. Sauver et sauver encore. Il faut ensuite transporter les enfants vers les centres hospitaliers. Cet engagement des moyens se fait depuis le CODIS à Marseille.
C'est là qu'on fait tout pour trouver des moyens aériens afin de gagner du temps dans la prise en charge par les services hospitaliers. Le temps est un précieux allié, mais aussi le pire ennemi des sauveteurs. Le rôle des opérateurs et des régulateurs, au CODIS, est essentiel. Ils doivent se faire une idée, la bonne idée, de la situation et des besoins. 2 hélicoptères arrivent de départements voisins, de même qu'un hélicoptère de la gendarmerie. Un médecin grimpe avec l'enfant qui peut ainsi être transporté à l'hôpital. Les évacuations sont coordonnées pour transporter les petits blessés, accueillis dans des plateaux hospitaliers adaptés à leur état. Là aussi, cela se règle avec le SAMU, de médecin à médecin. Cette gestion depuis le CODIS est d'une grande efficacité. L'organisation des secours à victimes, mise en place par les nouveaux responsables des services d'incendie et de secours, est devenue départementale. De plus, l'attribution d'une fréquence santé permet une couverture radio de tout le département et cela change tout. Chaque ambulance de pompiers qui intervient rend compte directement au CODIS et peut avoir l'oreille d'un médecin sapeur-pompier en permanence. La liaison médicale est immédiate et elle est essentielle. Cela va sauver des vies, même si le bilan est terrible. 3 enfants sont décédés, 7 sont grièvement blessés. Le chauffeur du minibus est mort au volant. D'autres secouristes éloignent les enfants que le sort a épargnés. Des engins de secours font la noria pour conduire ces enfants à la caserne. Là, des sapeurs-pompiers qui n'étaient pas de garde ont débarqué pour demander s'ils pouvaient se rendre utiles. Et ils le sauront. Ils accueillent les enfants, ils leur parlent. Les enfants ont vu le train arriver et le drame se produire, et ils sont en état de choc. Les sapeurs-pompiers les installent dans la salle télé. Stéphane Impines, alors jeune sapeur-pompier professionnel, se souvient que des enfants pleurent, d'autres se taisent et attendent. On fait de notre mieux pour les réconforter, racontent les sapeurs-pompiers. Les cellules psychologiques n'existent pas encore, pourtant, c'est exactement ce que les intervenants sont en train de faire en cherchant les mots pour extraire les enfants du drame, écouter ceux qui souhaitent parler, ne pas brusquer ceux qui restent silencieux. Plus tard, les confidences et le retour d'expérience de certains sapeurs-pompiers démontreront l'importance d'une aide psychologique destinée aux intervenants. L'idée fera son chemin et conduira à la mise en place de cellules psychologiques dédiées aux sapeurs-pompiers que parfois rien n'épargne. Ce jour-là, ils font de leur mieux, s'occupant des enfants en attendant l'arrivée des familles à la caserne, car c'est là que débarquent les parents, affolés, pour récupérer les élèves. Les jours qui suivent le drame, plusieurs enfants sont encore en réanimation, dans des hôpitaux de Marseille et d'Aix-en-Provence. Les auditions des rescapés vont pouvoir débuter. Un autre temps commence, c'est celui de l'enquête. Les investigations feront apparaître des négligences et 5 ans plus tard, au terme de l'information judiciaire, un procès se tiendra à la barre du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, faisant comparaître 7 prévenus. Des sanctions jusqu'à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende seront prononcées par la justice. Fin 2017, une déviation de la Calade deviendra opérationnelle et une nouvelle route permettra de ne plus franchir cette voie ferrée. Aujourd'hui, quand de tels accidents se produisent, mais aussi à l'occasion de catastrophes naturelles ou industrielles, en cas d'attentat ou d'intoxication collective, les secours déploient les plans nombreuses victimes, qu'on appelle les plans NOVI dans le jargon des sapeurs-pompiers. Ces plans d'urgence sont destinés à secourir un grand nombre de victimes et à organiser les premiers soins et les moyens nécessaires face à une grande concentration d'impliqués. C'est l'autorisation préfectorale qui déclenche le plan NOVI, puis le COS, le commandant des opérations de secours, assure le commandement opérationnel. Pour appliquer ces plans, les sapeurs-pompiers doivent assurer l'organisation rationnelle et la coordination des moyens, la gestion du chantier et la prise en charge des victimes. Toute cette anticipation permet la meilleure prise en charge possible quand les missions des sapeurs-pompiers dépassent l'ordinaire.